Après une saison régulière compliquée, le Jazz d'Utah vient encore une fois de connaître une campagne de playoff décevante, avec cette fois-ci une défaite au premier tour contre une équipe qui a joué la moitié de la série sans son meilleur joueur. Le plus gros problème, c'est qu'au lieu de progresser à chaque nouvelle post-season, cette équipe régresse, incapable de régler les problèmes flagrants de leur effectif qu'absolument tous leurs adversaires arrivent à exploiter sans problème. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Franchement, l'effectif tel qu'il est ne fonctionne pas. Il y a trop de problèmes d'alchimie, d'entente et de profils différents. Cette équipe est arrivée en fin de cycle à mes yeux et le front office va devoir faire des choix très forts cet été s'ils veulent continuer à progresser vers l'objectif ultime, le titre. Bien sûr, tous les regards se tournent vers le duo Gobert-Mitchell pour savoir qui est le plus coupable des deux et surtout lequel faut-il garder, lequel faut-il trader, à moins qu'il ne faille appuyer sur le gros bouton rouge et se débarrasser des deux pour récupérer un maximum d'assets. Dans cette vidéo, je vais donc m'intéresser aux différentes raisons de l'échec du Jazz en tant qu'équipe lors des playoffs et pourquoi je pense qu'il faut séparer le duo Gobert-Mitchell. Donc asseyez-vous bien confortablement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et c'est parti. Il y a tellement de problèmes dans cette équipe que je sais même pas par où commencer. Malgré une des meilleures défenses de la NBA saison après saison, avec notamment 3 récompenses de défenseur de l'année pour Rudy Gobert, l'équipe flanche à chaque fois de ce côté du terrain en playoff, ramenant de sérieux doutes sur leur capacité à vraiment aller loin. Et cette année n'a pas fait exception. Après s'être fait exposer par Jamal Murray et les Nuggets en 2020, par Terrence Mann et les Clippers en 2021, c'est maintenant les Dallas Mavericks emmenés par un Jalen Brunson en feu qui ont démontré que le système défensif de Utah n'est pas efficace en playoff. Et la plupart du temps, beaucoup d'observateurs, de médias et les réseaux sociaux s'enflamment et pointent du doigt Rudy Gobert comme étant le responsable des problèmes du Jazz, balançant l'argument qu'il ne peut pas être utilisé en playoff face à du small ball et qui remettent carrément en cause ces titres de défenseurs de l'année sous prétexte que Terrence Mann ou Maxi Kleber ont fait gagner leur équipe alors qu'ils étaient défendus par Rudy. Mais ici aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi tout ce que vous avez pu lire sur ce sujet est faux, ou tout du moins a grandement nuancé. Pour moi, il y a 2 problèmes principaux dans la défense du Jazz et aucun d'entre eux n'est Rudy Gobert. Le premier, c'est la stratégie générale mise en place par Quinn Snyder et le deuxième, c'est la défense des extérieurs du Jazz qui est catastrophique. Quelle est la stratégie des équipes qui battent le Jazz en playoff ? Elle est simple, c'est de jouer small ball pour faire en sorte que Rudy doive défendre au large sur un shooter à 3 points. Et on l'a vu avec Terrence Mann ou Maxi Kleber cette année, ces gars se retrouvent avec des shoots complètement ouverts et marquent beaucoup de points, ce qui donne l'impression à tout le monde que c'est Rudy le problème. Sauf que c'est bien plus complexe que ça. Rudy, il pourrait très bien rester collé à ses gars au large et les empêcher de scorer. Je veux dire, c'est pas des top players super bons en ISO, donc Rudy pourrait très bien être scotché à eux et les empêcher de recevoir le ballon. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on lui demande. La stratégie du Jazz, c'est de protéger la raquette à tout prix pour éviter les 2 points en forçant les équipes adverses à les battre à 3 points. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Je suppose que les résultats du Jazz en playoff parlent d'eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est pas Rudy qui décide de lui-même d'en faire qu'à sa tête et de laisser son joueur seul dans le corner. C'est la stratégie de Quinn Snyder qui demande à Gobert de le laisser sur quasi chaque action pour venir flotter dans la raquette et protéger le panier. Donc techniquement, le gars il peut pas flotter dans la raquette pour protéger le cercle et défendre en même temps sur des shooters à 3 points, c'est physiquement pas possible. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que le Jazz demande à Rudy de venir dans la raquette sur chaque action ? Et on en vient au deuxième problème que je vous mentionnais, c'est la défense extérieure du Jazz qui est catastrophique et franchement, le mot est encore faible je trouve. Donovan Mitchell, Mike Conley, Jordan Clarkson et même les autres, c'est tous des plots en défense qui sont incapables de tenir un duel avec un joueur NBA et qu'en plus de ça, ils sont incapables de faire une rotation défensive correcte et c'est sur ce point que les équipes adverses comptent pour créer des décalages. Sur cette action, Dinwiddie attaque Clarkson en isolation. Rudy vient en aide depuis le corner comme il est censé le faire. On peut voir sur cet arrêt sur image que Dinwiddie il est complètement passé et que si Rudy était pas là, c'était un lay-up facile. Par contre, ça laisse Kleber seul dans le corner et c'est donc aux autres joueurs du Jazz de faire des rotations pour compenser. Mitchell fait une bonne première rotation, mais la seconde d'O'Neal est en retard et Bullock marque à 3 points. Encore une fois ici, c'est Dinwiddie qui est face à Mitchell. Il le passe avec une grande facilité, j'ai même l'impression qu'il le laisse littéralement passer parce qu'il sait que Gobert est dans la raquette. Et heureusement, parce que sinon c'était encore un lay-up facile. Bogdanovic se fait complètement fixer et n'arrive pas à faire un bon contest sur Kleber qui score. Maintenant, c'est au tour de Brunson de passer facilement Mitchell. On voit sur cet arrêt qu'il est lui aussi complètement passé et que ça va finir au lay-up. Rudy est là pour le dissuader et Brunson sert donc le shooter ouvert dans le corner. Donc quand vous voyez que le joueur de Rudy score tout seul à 3 points,
C'est pas parce que Rudy il est pas capable de défendre le small ball, c'est parce que les autres joueurs ne sont pas capables d'empêcher leurs joueurs de passer et ne sont pas capables ensuite de faire de bonnes rotations lorsque Rudy vient les sauver d'un lay-up dans la raquette. Je veux dire, on peut comparer avec Boston par exemple, qui utilise la même stratégie avec Robert Williams que le Jazz avec Rudy et qui est la meilleure défense de la ligue. Comme on l'a vu sur mes vidéos sur les Celtics, Williams il défend souvent sur un shooter adverse dans le corner et vient en aide en deuxième rideau dans la raquette. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien à Boston et pas du tout à Utah ? C'est simplement parce que les 4 autres joueurs autour de Williams sont meilleurs en défense, tiennent déjà mieux leur duel à la base et surtout font leur rotation. Sur cette action, les Warriors font un pick and roll dans l'aile et Williams est dans le corner opposé. Looney est servi sur le roll et Williams vient directement en aide pour protéger le cercle. Il peut faire ça parce que le reste de l'équipe est assez discipliné pour faire les bonnes rotations et on voit ici que Jaylen Brown est en parfaite position entre les deux joueurs seuls pour faire la première rotation. Comme Williams est bien en place face à Looney, c'est Horford qui va compléter le switch et prendre le joueur dans le corner. Looney fait un main à main avec Thompson et là encore, Williams offre son aide à Tatum en faisant un bon contest. Au final, ça met Rudy dans une situation impossible de laquelle il ressort forcément perdant. Parce que regardez ce qui se passe lorsque Rudy n'est pas sur le terrain ou lorsqu'il reste sur son joueur à 3 points. Sur cette phase de transition, Bronson a la balle, mais la défense fait un repli correct, ce qui est censé amener une phase de demi-terrain. Sauf que Bronson met Mitchell dans sa poche arrière et file le lay-up. Ici, Bronson ressort la balle sur Dinwiddie. Mitchell semble bien en place, mais est incapable de proposer une quelconque résistance et Rudy n'est pas là pour protéger le panier. Cette fois, Rudy est sur le terrain, sauf qu'il ne descend pas dans la raquette et reste proche de Kleber. Mitchell se fait bouger par Dinwiddie qui finit au lay-up. Ici, Bronson est défendu par Royce O'Neal. Il l'emmène facilement dans la raquette, le fait sauter et finit sans problème au lay-up. Regardez la différence avec cette action. Bronson passe encore une fois facilement Mitchell, sauf que Rudy l'attend sur le panier et Bronson a pas trop envie de tester. Il ressort du coup la balle à 3 points et pour une fois Conley est là pour contester le shoot. Dans la théorie, c'est ça que veut le Jazz. Les extérieurs du Jazz, ils ont aussi énormément de mal à communiquer et à réaliser de simples switches défensifs. Leur défense sur pick and roll entre extérieurs semble être du edge, c'est-à-dire que le défenseur doit sortir lors du pick and roll pour ralentir le porteur de balle avant de retourner vers son joueur. Sauf que bien souvent, l'un des deux joueurs a voulu switcher alors que son coéquipier a voulu reprendre son joueur. Ici sur ce pick and roll, Clarkson Edge se rend compte qu'O'Neal n'est pas là, les deux joueurs du Jazz sont dans les choux alors que les deux joueurs de Dallas sont complètement ouverts. Sur ce pick and roll là, c'est Daniel House qui tente de revenir prendre son joueur alors que Mitchell lui a décidé de switcher sans communiquer. Bertans est seul et peut scorer à 3 points. Bien sûr Gobert, il est pas parfait non plus, mais là où il pénalise surtout Utah sur le small ball, c'est pas forcément en défense, c'est plutôt en attaque. Parce que oui, généralement pour contrer efficacement du small ball, il faut punir l'équipe adverse pour son manque de taille dans la raquette. Et le Jazz n'arrive pas à le faire. Notamment parce que Rudy, c'est pas un top joueur en attaque. Il est même plutôt très maladroit avec la balle en main. Rudy, il peut pas vraiment être servi au poste pour jouer son défenseur et le punir. Rudy, en fait, il est pas très rassurant dès qu'il doit poser un dribble au sol, et c'est un point sur lequel il s'est déjà beaucoup amélioré, mais pas assez pour forcer les équipes adverses à changer leur stratégie. Je vous donne un exemple simple. Imaginez 2 minutes, Embiid à la place de Gobert. Je peux vous assurer que le Jazz avec Embiid se ferait punir de la même manière en défense qu'avec Gobert. Les extérieurs se laisseraient dépasser, Embiid aiderait dans la raquette et les mecs marqueraient à 3 points. Par contre, en attaque, imaginez Embiid défendu par Terrence Mann et vous comprendrez que la stratégie du small ball serait bien plus compliquée à appliquer. Maintenant, même sur ce point, Rudy, c'est pas le seul fautif. Parce que cette équipe n'a aucune confiance en lui et ne lui donne jamais le ballon. Il y a cette stat incroyable qui est sortie récemment pour dire que Mitchell ne faisait que 2 passes par match à Gobert. On parle de simples passes là, pas de passes décisives. Les coéquipiers de Gobert préfèrent tenter n'importe quel shoot compliqué que de passer la balle à Gobert. Et autant je viens de vous dire que Gobert il était pas assez bon en attaque, autant sa taille lui permet tout de même d'avoir un très bon taux de réussite au shoot. Il est le 3e joueur le plus adroit de la ligue avec 71,3% de réussite. Alors bien sûr, c'est sur des shoots très proches du panier et beaucoup de alley-oop ou de putback et pas sur des post-up. Mais je demande pas à Utah de le servir au post-up comme si c'était Joel Embiid, mais de le servir au alley-oop quand l'aide vient sur eux, ou de lui filer le ballon quand il est défendu sous le panier par un gars qui fait 3 têtes de moins que lui, parce que ça, il sait le faire avec un fort pourcentage de réussite. Regardez, ici Mitchell, il drive sur Bullock. Ça déclenche l'aide de Powell qui va venir contester. Ça laisse Rudy en position parfaite pour un alley-oop, mais Mitchell préfère s'empaler sur Powell. Ici, Dallas fait une prise à 2 sur Bogdanovic. Le Jazz ressort la balle et va faire tourner la défense de Dallas. O'Neal drive vers le panier et Dinwiddie vient en aide. Dallas a pas de vrai pivot pour défendre sur Rudy qui est tout seul en dessous. La passe est ouverte pour les alley-oop et les 2 points faciles, mais O'Neal préfère tenter un lay-up très compliqué.
Pourtant, quand le Jazz décide de le servir sur ce type d'action, où il a juste à mettre le ballon dans le panier, ça leur donne une arme supplémentaire qu'ils n'utilisent pas assez souvent, comme sur cette action qui leur a permis de gagner le Game 4, où Powell monte sur Mitchell et il envoie Gobert pour le alley-oop, avec personne dans la raquette pour contester. Alors ok, quand le Jazz rentre tous ses shoots, on peut difficilement leur faire le reproche de ne pas passer la balle à Gobert. Mais sur cette série, les extérieurs du Jazz, en plus de tout laisser passer en défense, ont eu énormément de difficultés en attaque. Ils ont shooté à 27,4% à 3 points. Impossible de gagner une série de playoffs avec de tels pourcentages. Ici, on voit bien que Rudy, il a une position littéralement sous le panier avec Dinwiddie bloqué dans son dos. Si on lui fait la passe, c'est 2 points assurés. Mais le Jazz choisit un shoot à 3 points. Le shoot, il est au vert, donc c'est pas forcément un mauvais choix. Mais au vu des pourcentages à 3 points dans la série, il faut trouver une alternance et surtout récompenser le travail du big man et punir le small ball de Dallas pour les faire changer de stratégie. On peut également pointer du doigt Donovan Mitchell sur cette série qui a été vraiment en dessous. Il est leader offensif de cette équipe et il a été en grande difficulté avec 25,5 points par match, mais à 39,8% au tir, dont 20,8% à 3 points. Mais alors, quelle est la suite pour cette équipe ? Eh bien selon moi, cette équipe est vraiment en fin de cycle et a besoin de changement. Le premier changement que je ferais, c'est remplacer le coach Quinn Snyder. C'est un très bon coach, il a fait un excellent travail avec Utah depuis son arrivée, mais ça fait plusieurs saisons d'affilée qu'il se fait out-coacher en playoff par la même stratégie et il n'a absolument rien proposé de différent pour améliorer la situation. Après ce qui s'est passé l'année dernière avec les Clippers, il aurait dû se préparer toute l'année à comment mieux organiser sa stratégie pour contrer le small ball, mais il n'y a eu aucune adaptation. Ensuite, je pense qu'il faut reconstruire cet effectif. Ils ont absolument besoin de défenseurs sur les postes extérieurs pour pouvoir tenir les duels et faire de bonnes rotations quand Gobert protège la raquette. Donc, c'est au front office de s'occuper de mieux construire l'effectif, et je pense qu'avec l'arrivée récente de Danny Ainge aux commandes, on devrait voir des changements dans ce sens. Quant à la paire Gobert-Mitchell, faut-il la séparer ? Sur papier, j'ai envie de vous dire non. On a un top joueur en défense dans la raquette avec des limites offensives et un top joueur extérieur en attaque avec des limites défensives. Si tu leur mets 3 vrais 3&D sur le terrain, dont incapable de créer pour soulager un peu Mitchell, tu peux largement gommer les problèmes qu'on voit en playoff. Maintenant, dans la réalité, je pense qu'il faut les séparer. Parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours et que les gars n'ont aucune alchimie sur le terrain et ont vraiment l'air de ne pas s'entendre. Alors là, on quitte un peu l'analyse technique pour de l'analyse people, je vous l'accorde, mais je pense que c'est important. Je ne suis pas dans le vestiaire, ni personne pour vraiment détenir la vérité sur leur véritable relation. Mais depuis mon banc, ils me donnent quand même l'impression de pas bien s'entendre et d'être agacés l'un par l'autre. Et j'ai surtout pas l'impression qu'ils arrivent à surmonter ça pour être assez efficaces ensemble pour gagner un titre. Il y a bien sûr eu la fracture entre les deux lors du fameux épisode de la blague de Rudy Gobert sur le Covid, avant d'être le premier joueur en NBA à être testé positif, juste avant que Donovan soit lui-même testé positif. Beaucoup de rapports étaient sortis à ce moment-là pour dire que Mitchell était très énervé par cette situation et l'équipe avait bien failli exploser à ce moment. Cette année encore, Gobert a fait des reproches pas trop dissimulés dans la presse qui auraient agacé Mitchell et son camp. Pour rappel, Gobert, il avait critiqué ouvertement l'implication défensive de ses coéquipiers en prenant pour exemple la progression des Suns et notamment de Devin Booker en défense pour devenir un meilleur leader. Un commentaire qui était clairement adressé à Donovan Mitchell. Si on rajoute à ça la probable frustration de Gobert de ne pas recevoir de ballon de la part de sa costar et les mauvais résultats en playoff, et pour moi, on a ici la recette pour une équipe qui va exploser cet été. Mais qui est-ce que Utah va garder ? Ça, c'est la grande question. Et franchement, j'ai du mal à les voir se débarrasser de Mitchell dans une ligue où l'attaque est plus importante que la défense. Pourtant, les stats le montrent, lorsque Rudy est sur le terrain, le Jazz a la meilleure défense de la ligue, alors que lorsqu'il est sur le banc ou qu'il ne joue pas, on a vu cette saison que le Jazz faisait partie des équipes les moins bonnes de la ligue. Mais malgré ça, je pense que c'est Gobert qui devrait partir, à moins que Donovan ne demande lui-même un trade. Je pense que ça fera du bien à Rudy, et s'il se retrouve dans une équipe avec de meilleurs défenseurs et un meilleur créateur, ça pourrait vraiment être bénéfique pour lui. Concernant Mitchell, je pense qu'il faut vraiment qu'il se remette en question. Pour moi aujourd'hui, il n'a pas le comportement d'un vrai leader, ni le niveau d'une superstar de la ligue. Le commentaire de Gobert sur Devin Booker n'aurait pas dû être fait en public, mais n'empêche que je suis d'accord avec lui sur le fond. Il faut que Mitchell il arrête de se reposer sur ses succès lors de ses premières saisons et qu'il commence à comprendre qu'il faut bosser des deux côtés du terrain pour gagner. Il est encore jeune bien sûr et il a le temps, mais le plus vite il évoluera dans son jeu, le plus vite il pourra emmener une équipe loin en playoff. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que je vous ai convaincu que Rudy n'était pas le principal fautif de cette défaite en playoff ? Est-ce que vous feriez exploser l'effectif ? Qui garderiez-vous ? Gobert ? Mitchell ? Aucun des deux ?
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir et de ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.